Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les familles de vecteurs en parlant de la notion de base. Donc, nous allons continuer à nous placer dans le cadre habituel, c'est-à-dire que K désigne un corps et en première lecture au moins on peut le considérer comme étant égal soit à R, soit à C, et E et F sont deux espaces vectoriels sur K. Alors, nous supposons bien connu les notions de famille génératrice et de famille libre. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille très vivement de revenir sur ces notions, car nous allons quasiment exclusivement nous fonder dessus. Et donc, nous allons commencer par donner une définition. Donc, si je prends une famille de vecteurs, que je note xi, donc une famille de vecteurs xi, indicé par un ensemble i, est une base de E si c'est une famille à la fois libre et génératrice, bien sûr, de E. Et donc, nous allons utiliser tout ce que nous savons sur les familles libres et génératrices. Et donc, bien entendu, c'est équivalent. Alors, on va dire que ce sont deux définitions équivalentes à dire que tout vecteur de E se décompose de manière unique comme combinaison linéaire sur la famille xi. C'est-à-dire que pour tout x dans E, il existe une unique famille de scalaires lambda i à support fini qui vérifie x est égal à la somme pour i d'un grand I des lambda i xi. Définition à connaître, nous travaillerons parfois avec des familles, on va dire, quelconques, notamment quand nous travaillerons avec des polynômes, aussi avec des fractions rationnelles, un peu plus rarement toutefois. Il faut bien connaître le cas où on travaille avec des familles finies, donc le cas où I est le segment d'entier 1n, c'est vraiment le cas le plus important quand on débute avec cette notion-là. Donc, on va dire traduction, hein, c'est une retranscription de la définition. Si je prends x1, xn, n vecteurs de E, alors la famille x1, xn est une base de E, si et seulement si, pour tout x dans E, il existe un unique nuplet lambda 1 lambda n de scalaire qui vérifie que x est égal à la combinaison linéaire des lambda des xi par les lambda i, c'est-à-dire la somme des lambda i xi. Et un peu de vocabulaire. Donc dans le cadre où i est égal au segment d'entier 1n, eh bien donc pour x dans E, donc pour le cas où i est le segment d'entier 1n, ce n-uplet lambda 1 lambda n, c'est ce qu'on appelle le n-uplet des coordonnées du vecteur x dans la base x1, xn.
Et puis, pour une base quelconque, donc dans cette situation là, eh bien, donc pour le cas où I est quelconque, c'est la famille, on va dire même cette famille des lambda I, c'est ce qu'on appelle la famille des coordonnées de X dans la base X1, pardon, pas X1, XN, on est dans une famille quelconque, donc dans la famille des XI. Alors, on va donner un exemple, et puis avec une famille finie, puis on va faire une petite remarque sur, encore une fois, la situation de la famille finie. Donc, un exemple vraiment on va dire rédaction type, quelque chose qu'il convient de savoir faire. On va donner beaucoup de résultats sur les bases, mais il faut au moins savoir faire ce que l'on va faire, c'est-à-dire traduire la définition de base par une question de résolution de système. Donc on va se placer, on va prendre l'exemple presque le plus simple possible, c'est-à-dire avec des vecteurs. On va se placer dans R3. On va prendre les vecteurs U de coordonnées 1, 0, 1, V de coordonnées 2, moins 1, 0, et W de vecteurs de coordonnées 0, 1 et 1. Et on va demander deux choses. Premièrement, montrer que U, V, W est une base de R3. Et deuxièmement, déterminer de manière générale les coordonnées d'un vecteur quelconque de R3 dans cette base. Alors, je vous laisse, si vous avez le temps, mettre en pause la vidéo. Il convient au moins de savoir ce que vous devez faire quand vous attaquez ce genre de questions. Et après, les calculs ne sont pas compliqués, mais ils prennent un tout petit peu de temps. Donc, si vous reprenez la vidéo, il est fondamental de bien comprendre que l'on se pose ici une question de résolution de système. Donc, si je prends A, B, C dans R3, X, Y, Z dans R, on va résoudre la question XU plus B, plus YV plus ZW égale la colonne ABC. Et donc, ceci immédiatement équivaut, donc je vous laisse l'écrire, mais c'est vraiment très simple, cela équivaut au système x plus 2y égale A, moins y plus z égale B, et x plus z égale C. Puis là, alors, pour ne pas me tromper, hop, je vais recopier ça sur la page suivante. Et on va résoudre ce système. Donc, bien sûr, on raisonne par combinaison. Donc là, on va choisir comme premier pivot, bien sûr, ce x-là. Donc, on va effectuer l'opération ligne 3 reçoit ligne 3 moins ligne 1. Donc, on obtient
Donc la première ligne ne change pas, x plus 2y égale a. La deuxième ligne ne change pas, moins y plus z égale b. Et la dernière ligne devient moins 2y plus z égale moins a plus c. Ensuite, on utilise comme pivot, voilà, c'est quelque chose de très simple, hein. Donc le moins y ici. Donc on va réaliser l'opération ligne 3 reçoit ligne 3 moins 2, ligne 2. Donc x plus 2y égale a, la première ligne ne change pas. La deuxième ligne ne change pas, moins y plus z égale b. Et la dernière ligne devient donc, les y se simplifient, on a du z moins 2z moins z égale moins a moins 2b plus c. Là, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on a un système triangulaire inversible. Donc on a unicité, on a toujours existence et unicité de la solution. Et on peut donc conclure directement au point 1. À ce moment-là, on sait que la famille UVW est une base de R3. La question 2, donc je rappelle, déterminer les coordonnées d'un vecteur quelconque de R3 dans cette base, nous force à poursuivre la résolution du système. Donc, tout simplement, nous allons effectuer une phase de remontée. Donc, nous allons effectuer l'opération maintenant. Ligne 2 reçoit ligne 2 plus ligne 3 pour simplifier, pour enlever le z. Donc, on obtient la première ligne inchangée, x plus 2y égale a. La deuxième ligne qui devient moins y égale moins a. Donc on a b moins 2b moins b plus c. Et puis la troisième ligne, moins z égale moins a moins 2b plus c. Et donc on termine la phase de remontée en effectuant l'opération ligne 1 reçoit ligne 1 plus 2 ligne 2. Et donc on obtient x moins y moins z, plus besoin des aligner ici, égale. Donc on a dit ligne 1 plus 2 ligne 2, donc on a du a moins 2a ici, moins a, moins 2b, plus 2c, moins a, moins b, plus c, moins a, moins 2b, plus c encore. Et donc cela équivaut à la colonne x, y, z est égale à la colonne moins a, moins 2b, plus 2c, moins a, moins b, plus c, moins a, moins 2b, plus c. Ce que l'on pourrait écrire a fois la colonne moins 1, moins 1, moins 1, plus b fois la colonne moins 2, moins 1, moins 2, plus c fois la colonne 2, 1, 1. Et donc, on peut répondre à la question numéro 2. Donc, le triplet des coordonnées du vecteur ABC dans la base UVW est, alors on peut le présenter en ligne ou en colonne. Allez, on va le présenter en colonne. Moins A, moins 2B, plus 2C, moins A, moins B, plus C, moins A, moins 2B, plus C, en espérant ne pas avoir fait d'erreur de calcul. Une remarque importante, en fait, c'est que si vous regardez bien, on vient de résoudre un problème qui est en fait similaire à celui d'un problème d'inversion de matrice. Techniquement, c'est exactement la même chose et un peu plus tard dans le semestre, on comprendra vraiment pourquoi est-ce que c'est exactement le même problème. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on
on a quelque chose d'intéressant, un objet dans cette situation-là intéressant, c'est ce qu'on avait appelé notre application linéaire psi dans les vidéos précédentes. Donc, une remarque. Dans le cas où I est égal au segment d'entier 1n, si je prends x1, xn des n vecteurs de E, une famille de n vecteurs de E, eh bien je rappelle qu'on a notre application linéaire psi qui va de k puissance n dans E et qui a un n-uplet lambda 1 lambda n associe la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n xn. Et donc, ce que l'on a immédiatement, c'est que x1, xn est une base de E, si et seulement si, alors c'est une famille libre et génératrice. Or, c'est une famille libre si et seulement si psi est injective, c'est une famille génératrice si et seulement si psi est surjective. Donc, c'est x1, xn est une base de E si et seulement si psi est un isomorphisme de E. Est un isomorphisme, bien sûr, pardon, de k puissance n dans E. Et une remarque intéressante, c'est de dire que dans ce cas, si psi est un isomorphisme, si x1, xn est une base de E, eh bien, l'application réciproque de psi, donc c'est l'application qui va de E dans k puissance n, et qui a un vecteur de E, associe le n-uplet de coordonnées dans la base x1, xn. Donc c'est l'application qui a un vecteur de E, associe son n-uplet de coordonnées. Donc c'est ce qu'on appellera l'application coordonnée dans la base x1, xn. Et en tant que réciproque d'un isomorphisme, c'est certes une fonction bijective, mais surtout une application linéaire. Donc l'application qui a un vecteur associé son n-uplet de coordonnées est linéaire. C'est quelque chose de très intéressant, notamment d'un point de vue abstrait. Alors en fait, on l'a retrouvé ici. Regardez, ce qu'on a fait, c'est juste exprimer cette application. On a retrouvé là, encore une fois là, l'expression de cette application. Alors, des bases, en fait, on a manipulé beaucoup sans le dire. On peut donner encore un autre exemple. Par exemple, avec les suites. Donc, avec les suites récurrentes linéaires, on peut regarder l'ensemble des suites UN réelles qui vérifient que pour tout entier naturel n, un plus 2 plus un plus 1 moins 2 un égale 0. Et ce que l'on montre, alors ça c'est avec le cours sur la suite, c'est que E est le sous-espace vectoriel engendré par deux suites. Il suffit d'écrire le polynôme caractéristique de cette relation de récurrence linéaire. Donc la suite constante égale à 1 et la suite constante, pardon, la suite géométrique de raison moins 2 et de premier terme 1. Donc la suite de terme général moins 2 puissance n. Puisque l'on voit, et je vous laisse l'observer, c'est que ceci c'est une famille libre. Donc, en fait, votre cours, d'un certain point de vue, vous donne que cette famille-là est une base de l'ensemble des solutions de cette relation de récurrence ici linéaire d'ordre 2. Alors, une chose importante à savoir, c'est que beaucoup des espaces vectoriels de référence sont livrés avec des bases. Alors des bases qui n'ont rien de particulier, mais dont vous savez par le cours que ce sont des bases de ces espaces vectoriels de référence. Ces bases, nous les appellerons bases canoniques.
Donc, ce sont des choses à bien connaître. Donc, on va donner, alors ce sont des exemples, mais ce sont des choses importantes. Alors, trois situations. Premièrement, dans K puissance n. Si je prends i entre 1 et n, je vais noter E indice i, le vecteur, colonne, avec des zéros de partout, sauf un 1 en ième position. Eh bien, la famille E1-En, c'est une base de K puissance n. Et même si je prends x dans K puissance n, de coordonnées x1, xn, hein, ça veut dire que x est égal à x1, xn, et bien immédiatement, x est égal à x1, e1 plus jusqu'à xn, en, c'est-à-dire que le n-uplet des coordonnées de x dans la base canonique, c'est le n-uplet x1, xn. Donc maintenant, on va faire très attention en parlant avec ce vocabulaire-là, hein, en parlant de coordonnées d'un vecteur. On essaiera toujours de préciser dans la base dans laquelle on se place, mais pour la base canonique, ici, on a bien entendu cette coïncidence. Et c'est notamment ce qui nous permet, sans grand problème, de faire l'identification ou la confusion entre un vecteur colonne et un n-uplet. Hein, c'est quelque chose que l'on pratique très souvent. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, pour les polynômes. Donc, alors on va commencer par les polynômes à degrés non bornés. Eh bien, ce que vous savez, c'est que la famille des x puissance k, c'est par construction, ça c'est une base de k croche x. Et c'est ce qu'on appelle la base canonique de k croche x. Et maintenant, si je prends P dans K crochet X, écrit sous forme développée réduite P qui est égale à la somme des AKXK, c'est-à-dire que AK c'est le coefficient de degré K. Et bien alors, la famille des coefficients de ce polynôme, c'est la famille des coordonnées du polynôme P dans la base canonique de K croche X. Alors, on peut aussi faire ça avec un degré borné, je vais l'appeler exemple 2'. Dans K indice n crochet X, je vous rappelle que K indice n crochet X, c'est l'espace des polynômes de degré O plus n à coefficient dans K. Eh bien, on a une base canonique, bien sûr, c'est la famille, je peux même détailler le deuxième, 1, X jusqu'à X puissance n. Ça, c'est la base canonique de K17 crochet X. Et troisième exemple fondamental, les espaces de matrice. Donc, dans MNP de K, si je prends
I entre 1 et N, I sera un numéro de colonne, un numéro de ligne, pardon, J entre 1 et P. Je vais noter, alors c'est quelque chose que vous connaissez normalement, EIJ, la matrice suivante. Donc des zéros de partout. Sauf un 1 à un endroit, sur la ième ligne et sur la jème colonne. Et ce que vous avez, c'est que si vous prenez M, une matrice dans MNP de K, que vous écrivez avec des coefficients M, I, J, avec I entre 1 et N, J entre 1 et P, alors M s'écrit comme la somme pour I et pour J, respectivement entre 1N et 1EP, des MIJ, EJ. Puis, en fait, par définition, ces MIJ sont uniques. Donc, par construction, la famille des EIJ est une base de MNP de K. C'est ce qu'on appelle la base canonique de MNP de K. Alors, la petite subtilité sur cette base, c'est qu'en fait, on a deux indices, indice de ligne et indice de colonne. Donc, en fait, on l'écrit comme une famille, mais on n'écrit pas comme un NP-uplet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans les vecteurs, les matrices de cette famille. C'est-à-dire, en fait, il y a deux manières, on va dire, assez naturelles d'ordonner ces vecteurs, soit ligne par ligne, soit colonne par colonne, et il n'y a aucune manière universelle de le faire. Ce qu'il faut bien avoir en tête, donc, c'est que les bases canoniques, deux choses, donc les bases canoniques n'ont aucune propriété particulière, elles sont juste en fait livrées par construction avec ces espaces vectoriels de référence. Donc vous pouvez les utiliser sans démontrer leur caractère de base. Et aussi, bien sûr, tout espace vectoriel n'est pas, on va dire, livré avec une base canonique. Quelque chose que l'on voit trop souvent, c'est dire je prends un espace vectoriel, je prends sa base canonique. Ça ne va pas. Ces bases ne sont construites que pour certains espaces vectoriels, les plus simples, ceux avec lesquels vous travaillez le plus souvent. Alors, maintenant vient la question importante de comment comment construire des bases, montrer que des familles sont des bases, on va dire sans revenir aux définitions, et aussi un petit peu que faire avec des bases. Alors, pour les résultats qui permettent de montrer que des familles sont des bases, nous allons tout simplement utiliser ce que nous savons sur les familles libres et génératrices. Premier résultat sur les sommes, plus généralement en fait sur les sommes directes. Et même mieux sur les supplémentaires. Je vais l'énoncer pour deux sous-espaces vectoriels, mais cela se généralise bien entendu par récurrence. Donc premier résultat. Si je prends V et V', deux sous-espaces vectoriels de E, si je prends B et B' des bases de V et V' respectivement, eh bien alors on a que V et V' sont supplémentaires, c'est-à-dire que E est somme directe de V et de V', si et seulement si la concaténation de B et de B' est une base de E. C'est un résultat. Alors,
que nous utiliserons très souvent, ce résultat de concaténation de bases. Un petit peu dans les deux sens, d'ailleurs, hein. Donc c'est vraiment un résultat très important. C'est un résultat que l'on a en partie établi. Donc on a déjà montré que si E est somme de V et de V', alors la concaténation de B et de B' engendre E, car B et V' engendrent respectivement V et V'. Et on a déjà montré que si la somme de V et de V' est directe, alors la concaténation de B et de B' est une base est libre. Donc ça, c'est déjà fait. Dans l'autre sens, eh bien, on va le démontrer. Je le fais pour les familles finies, c'est la même chose, mais c'est juste un peu plus long à écrire. Donc je fais le cas où B est une famille x1, xp, et où B' est une famille que je vais noter xp plus 1 jusqu'à xn. Donc, maintenant, on veut montrer que E est somme directe de V et de V'. Donc, si je prends X dans E comme la concaténation de B et de B', je rappelle que c'est la famille X1, Xn, est une base de E, eh bien il existe un unique n-uplet lambda 1, lambda n dans K puissance n, tel que x égale lambda 1 x1 plus lambda n xn, et ça on peut le découper en lambda 1 x1 plus lambda p xp plus lambda p plus 1 xp plus 1 plus lambda n xn. Puis là, on décompose ça comme un vecteur de V, et ici, comme un vecteur de V'. Donc, rien que l'existence donne le fait que E est somme de V et de V'. Et puis l'unicité, alors je ne vais pas le détailler, je vous laisse l'écrire si ce n'est pas clair, vous donne bien qu'il existe, l'existence n'est pas utile ici. Donc un unique couple petit v dans grand V, petit v' dans grand V'. Pardon, je devrais si je vais l'écrire comme un couple, je devrais l'écrire petit v dans le produit cartésien de grand V tel que x égale petit v plus petit v', d'où la somme directe. Donc conclusion, on a bien E qui est somme directe de V et de V'. Je vous laisse détailler l'unicité de votre côté si ce n'est pas évident. Donc ça c'est le premier résultat qui nous est presque complètement donné par le cours sur les familles libres et les familles génératrices d'un côté. Résultat important. Deuxième résultat, ce sont les questions de transport. Transport, alors on sait que les familles libres sont transportées par les applications linéaires injectives, les familles génératrices sont transportées par les applications linéaires surjectives. Donc ce que l'on a comme deuxième résultat, c'est que les bases sont transportées par les isomorphismes. Donc si je prends B, une base de E, si je prends F, une application linéaire qui va de E dans F bijective, c'est-à-dire un isomorphisme, eh bien l'image de la base B par F, eh bien c'est une base de grand F. Donc ça, cela va être quelque chose d'assez utile pour construire des bases d'un espace en voyant ces bases comme image d'une base bien connue, parfois les bases coniques d'ailleurs, par une application linéaire.
Ceci, ça c'est, on va dire, un premier point de vue sur le lien avec les applications linéaires. Ceci a complètement été démontré dans les vidéos précédentes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus utile, de très proche, qui est que, en fait, la donnée d'une application linéaire, en fait, par linéarité, est entièrement caractérisée par la donnée des valeurs de cette application linéaire sur une base de l'espace de départ. Donc j'énonce ce théorème vraiment important. Donc, si je prends, alors je l'énonce dans le cas d'une famille quelconque, et puis on en parlera dans le cadre d'une famille finie. Donc, si je prends FI, une base de E, et GI, une famille de vecteurs de grand F. Donc j'ai une base de mon espace de départ, et pour chaque vecteur de cette base, je me donne un vecteur dans l'espace d'arrivée. Eh bien, ce que l'on a, c'est qu'il existe une unique application linéaire grand F, petit f qui a de grand E dans grand F, qui vérifie, je vais l'appeler peut-être pas petit f, ça c'est pas très malin, je vais l'appeler phi, qui vérifie que pour tout i dans grand I, phi de fi égale j, c'est-à-dire qu'il envoie chaque fi sur chaque j. On peut énoncer le cas où i est le segment d'entier n, parce qu'il faut savoir le traduire. Donc si je prends f1, fn, une base de E, G1, Gn, une famille de n vecteurs de f, alors il existe une unique application linéaire phi de E dans grand F qui vérifie que phi de f1 égale G1 jusqu'à phi de fn égale Gn. Alors on démontre, puis en fait on va donner deux démonstrations, une dans le cadre dans le cas où i est quelconque. Alors, donc, on va raisonner, vu qu'on veut montrer qu'il existe un unique objet qui lui a fait une propriété, on va bien entendu raisonner par analyse synthèse, donc phase d'analyse. Donc je prends phi, une telle application linéaire. Si je prends x dans E, eh bien, il existe une unique famille de scalaires lambda i, donc à support fini, qui vérifie que x est égal à la somme pour i dans grand I des lambda i et phi. Eh bien, alors, phi de x, c'est égal, par linéarité, à la somme pour i dans grand I des lambda i, pardon, phi de phi. Et donc, c'est égal à la somme pour i dans grand I des lambda i fois g indice. Et donc on connaît en fait phi. Donc phi de x est déterminé de manière unique et on a complètement compris comment construire phi. Donc maintenant on est tout bon pour réaliser une phase de synthèse. Donc si je prends maintenant x dans E, si je prends lambda i pour i dans grand I
l'unique famille lambda i à support fini qui vérifie x qui est égal à la somme pour i dans le grand I des lambda i fois fi. Alors on pose, on définit phi de x qui est égal à la somme pour i dans le grand I des lambda i gi. Donc qu'est-ce que l'on vient de faire? On vient de construire une application phi qui va de E dans F. Il y a deux choses à vérifier. Premièrement, si je prends J dans grand I, eh bien Fj s'écrit 1 fois Fj, donc ça s'écrit la somme pour I dans grand I des lambda I Fi, avec lambda I qui est égal à 1 si I égale J, 0 sinon. Donc ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le symbole de Kronecker, delta IJ. Et donc, par construction, que vaut phi de Fj? Eh bien, c'est la somme pour I dans grand I des lambda I Gi, mais ceci est nul si I est différent de J, ça vaut 1 pour I égale J, donc ça vaut bien Gj. Et ensuite se pose bien sûr la question de la linéarité de cette application linéaire. Alors pour la linéarité, je vous laisse écrire. Ce n'est pas que ce soit dur, mais en fait, il faut voir surtout que le n-uplet de la famille des coordonnées d'un vecteur dans une base dépend linéairement de ce vecteur. Et ceci, on va l'exploiter, on l'expliquera peut-être plus simplement dans le cadre d'une famille finie. Donc, je vous laisse observer la linéarité dans le cas d'une famille quelconque. Donc, cela dépend principalement du fait que la famille des coordonnées de x dans la base fi dépend linéairement de x. Et puis, pour l'expliquer peut-être plus clairement, on va faire le cas où i est le segment d'entier 1n. Dans ce cas-là, on a deux applications linéaires. L'application psi1, qui va de k puissance n dans E, et qui a un n-uplet lambda 1, lambda n, associe lambda f1 plus lambda n fn. Puis on sait que comme la famille f1 fn est une base de E, ceci c'est un isomorphisme. Et puis on a l'application psi2 qui va de k puissance n dans E et qui a un n-uplet lambda 1, lambda n, associe la combinaison linéaire lambda 1 g1 plus lambda n gn. Et ce que l'on peut voir, c'est donc on a E ici, on a pardon, pas E ici, k puissance n, psi 1 là, E là, psi 2 là, grand F là. Et la question que l'on se pose, c'est si on se donne un n-uplet f1, fn, pardon, g1, gn dans grand F, comment envoyer le n-uplet f1, fn sur le n-uplet g1, gn? Eh bien, tout simplement, en faisant ceci, donc en considérant la réciproque de phi, de psi1 qui est linéaire, et en composant par psi2.
Et donc, ce que l'on peut observer, c'est de dire que l'unique phi qui vérifie, linéaire qui va de E dans F, qui vérifie que phi de F1 égale G1 jusqu'à phi de Fn égale Gn, c'est tout simplement l'application réciproque de ψ1 composée par ψ2. On a bien cette application est linéaire comme composée d'application linéaire. Donc là, on retrouve immédiatement la linéarité que j'avais passé un peu sous silence dans le cas général. Et maintenant, si E1, En est la base canonique de K puissance n, si I est entre 1 et n, on a ψ1 de EI qui est égal à FI. Donc, ψ2 seront l'inverse de ψ1 de FI, c'est ψ2 de EI, et donc cela donne bien GI par définition. Donc, avec ces applications linéaires qu'on avait notées psi, on a une résolution très limpide, mais très abstraite de cette question. Et ce que l'on peut voir ici, immédiatement, comme ψ1 est bijective, donc avec phi qui est égal à phi2 composé par l'inverse de ψ1, comme la réciproque de ψ1 est bijective, eh bien phi et ψ2 ont les mêmes propriétés, notamment phi est injective si et seulement si ψ2 est injective, et phi est surjective si et seulement si psi indice 2 est surjective. Donc ceci nous donne en plus une lecture des principales propriétés d'une application linéaire dans l'image d'une base de l'espace de départ. Donc ce que l'on a, je ne l'appelle pas proposition parce que c'est vraiment quelque chose de très important, on va l'appeler théorème. Si je prends Fi, une base de l'espace de départ, ici E, et Phi, une application linéaire qui va de E dans F, alors plusieurs choses. Premièrement, Phi est injective si et seulement si l'image de la base de l'espace de départ par Phi est une famille libre. Deuxièmement, Phi est surjective si et seulement si l'image de la base de départ qu'on a choisie est une famille génératrice de grand F. On pourrait dire engendre grand F. Et le 3, c'est juste 1 plus 2. C'est dire que phi est un isomorphisme si et seulement si l'image de cette base de l'espace de départ est une base de l'espace d'arrivée. Ce résultat, on l'utilisera assez souvent dans tous les sens. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. On l'a démontré dans le cas où E est égal au segment d'entier 1n, tout simplement en écrivant ceci et en racontant ça.
Alors, on va détailler la démonstration dans le cadre général. Une remarque, euh, ce que l'on fait ici dans le cas général, on aurait pu le faire de manière abstraite avec des applications, ces applications linéaires-psi. Juste, on n'a pas introduit l'ensemble des familles de scalaires à support fini en tant qu'avec sa structure d'espace vectoriel. Donc, il faudra écrire un petit peu plus de choses pour pouvoir le faire sereinement, mais on pourrait, hein. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les résultats sur les familles finies et les résultats sur les familles quelconques. Donc, on va faire le cas général. Donc, cas i quelconque, vu que le cas où i est le segment entier 1n a déjà été établi. Donc, pour le 1, si phi est injective, on prend lambda i, une famille de scalaires à support fini, et on suppose que la somme pour i dans le grand I des lambda i phi de fi est nulle. Donc par linéarité de phi, on a donc le vecteur nul f, c'est phi de la somme pour i dans le grand I des lambda i et phi, mais c'est aussi bien sûr l'image du vecteur nul de l'espace de départ. Donc par injectivité de phi, alors on pourrait dire que ceci aussi bien sûr est dans le noyau de phi. Donc par injectivité de phi, la somme pour i dans le grand I des lambda i fi est nulle. Et maintenant par liberté de la famille des fi, eh bien pour tout i dans le grand I, lambda i est nul. Donc la famille des phi de fi est libre. Réciproquement, si la famille des phi de fi est libre, je vais montrer que phi est injective, c'est-à-dire que son noyau est réduit au vecteur nul de l'espace de départ. Donc je prends, on a bien sûr le vecteur nul qui est dans le noyau, donc je prends x dans le noyau, je le décompose sur la base, donc je prends lambda i pour i dans grand I à support fini qui vérifie x est égal à la somme des lambda i fi, et donc par linéarité de phi, voyons, se répète, phi de x c'est égal à la somme pour i dans grand I des lambda i phi de fi, c'est égal au vecteur nul de grand F, car x est dans le noyau de phi, c'est-à-dire que son image par phi est nulle. Donc maintenant, par liberté de la famille des phi de fi, pour i dans grand I, eh bien, tous les scalaires i sont nuls, donc x est nul. Donc conclusion, le noyau de phi est bien réduit au vecteur nul, donc phi est injective. Voilà pour la première partie de la démonstration. Deuxième partie, maintenant, si phi est surjective, alors on aurait pu, en fait, c'est vrai que dans cette partie-là, en fait, ça c'est une répétition, hein, je viens de redire, de redémontrer un résultat déjà énoncé. Eh bien, on sait déjà, hein, donc je ne vais pas le refaire dans le deuxième point, on sait déjà que comme la famille des fi engendre grand E, eh bien la famille des phi de fi pour i dans grand I engendre grand F. Hein, on aurait pu donner cette démonstration pour le point 1. Si phi est injective, comme la famille des phi est libre, alors la famille des phi de fi est libre aussi. Hein, c'est déjà quelque chose connu. Réciproquement, si la famille des phi de fi engendre grand F, eh bien, alors
Grand F, c'est donc le sous-espace vectoriel de lui-même engendré par la famille des phi de Fi. Mais ça par linéarité, c'est l'image par phi du sous-espace vectoriel engendré par les phi. C'est notre règle fondamentale sur les images sous-espace vectoriel. Donc grand F, c'est l'image directe de grand E par phi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que phi est surjective. Donc on peut donner un petit exemple exercice là-dessus, vraiment, on va dire le petit genre d'exercice à savoir faire facilement. Alors, il ne faut pas croire que les résultats qu'on vient d'énoncer ont une utilité juste pratique. Non, ce sont des résultats très importants d'un point de vue abstrait, mais on peut aussi jouer un petit peu avec. Donc, exemple exercice, je reprends celui du poly. Montrer qu'il existe une unique application linéaire phi qui va de R2 crochet X dans R carré, donc linéaire, et qui vérifie que phi de 1 égale allez, on va l'écrire en colonne, la colonne 1, 2, phi de x plus 1 égale la colonne 2, 3, phi de x au carré plus 1 et la colonne 0, 1. Et ensuite, que peut-on dire sur phi? Je vous laisse réfléchir un petit peu, mettre en pause la vidéo au besoin. Maintenant, je réponds. Pour la première partie de la question, il suffit de montrer que la famille 1, x plus 1, x carré plus 1 est une base de R indice 2 crochet X. Alors, là, il y a des choses à observer. Ce que vous regardez sur cette famille, c'est que vous avez trois vecteurs, un de degré 0, un de degré 1, un de degré 2. Et alors, on dit qu'ils sont échelonnés en degrés. Quand vous avez cette situation-là, vous savez à peu près automatiquement que cette famille est libre. Pourquoi? On pourra en parler en classe ensemble. On va de toute façon obtenir le caractère de base très simplement. Donc si je prends P dans R2 crochet X écrit sous forme développée réduite P égale AX au carré plus BX plus C. Si je prends lambda mu et nu dans R, eh bien, on peut écrire que P égale lambda fois 1 plus mu fois x plus 1 plus nu fois x carré plus 1. Cela équivaut donc à ax au carré plus bx plus c égale nu x carré plus mu x plus lambda plus mu plus nu fois 1. Donc cela équivaut au système suivant. Donc A égale lambda plus... pardon. A égale nu, B égale mu, et C égale lambda plus mu plus nu. Et donc ça, c'est par unicité des coefficients d'un polynôme. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, on a un système triangulaire inversible. Donc, conclusion, ce système admet toujours une seule solution. Donc, la famille 1, x plus 1,
x carré plus 1 est une base de R2 crochet X, d'où l'existence et l'unicité de cette application linéaire phi par caractérisation de l'image d'une base. Par caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base. Et ensuite, que dire sur cette application linéaire phi? Eh bien, on va se poser la question du caractère libre et du caractère générateur. Donc, on note, hein, pour plus de communauté, je vais noter U1 qui est égal à phi de 1 qui est égal à 1, 2, U2 qui est égal à phi de 2 qui est égal à vecteur 2, 3, U3, pardon, phi de 2, non, phi du deuxième vecteur, donc x plus 1, U3 qui est égal à phi de x carré plus 1, on a dit le vecteur de coordonnées 0, 1. On se pose la question donc, du caractère libre et générateur de la famille U1, U2, U1, U2, U3. Alors, un petit peu de bon sens géométrique vous dit que l'on est dans R2, dans le plan. On a 3 vecteurs, cette famille ne peut pas être libre. Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, tout simplement, ce que l'on voit par exemple, c'est que U2 plus U3, c'est le vecteur de coordonnées 2, 4, donc c'est 2U1. Donc, la famille U1, U2, U3 est liée. Donc, phi n'est pas injective. Immédiatement. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que U3, c'est le deuxième CE2, donc avec E1, E2, la base canonique de R2. Et puis, on peut récupérer U1 en faisant E1, en faisant U1 moins 2 U3. Donc, cela fait E1. Donc, conclusion, c'est que E1 et E2 sont engendrés par U1, U2, U3. Donc, le R2, qui est le sous-espace vectoriel de l'élément engendré par E1, E2, est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Et donc, la famille U1, U2, U3 engendre R2. Ainsi, conclusion, notre application linéaire phi est surjective. Donc, ce que vous pouvez voir, et c'est remarquable, c'est que l'on a pu donner beaucoup d'informations sur cette application linéaire sans jamais en fait l'exprimer, uniquement en observant les propriétés de l'image d'une base de l'espace de départ. On a donné à peu près toutes les informations, les résultats importants sur les bases que nous avions donnés. Je ne dis pas tous les résultats sur les bases, bien sûr, parce que il y en a d'autres que l'on aurait pu citer, mais on va dire qu'on a donné les principaux. On reparlera très souvent de bases. Je vais juste terminer la vidéo par un point annexe pour le programme de MPSI, mais au programme, c'est ce qui se passe quand on parle de base dans un cadre affine. Et là, on parle de repères affines. Donc, on va donner une définition et on ne va rien faire avec. Ce n'est vraiment pas important pour nous dans le cas de la MPSI. Donc, qu'est-ce qu'un repère affine? Donc, un repère de E, c'est un couple OB où O est un point de E, ce qu'on appelle l'origine du repère, et B est une base
de E. Et maintenant, si X est un point de E, eh bien les coordonnées de X dans le repère OB, eh bien ce sont les coordonnées du point X moins O. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Un repère de E. Non, 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 non. Pardon. Un repère, oula, pardon, d'un sous-espace affine F ronde. Et on ne parle pas de E ici, on parle de la direction. Excusez-moi. Donc, euh, quand on a un repère, quand on a un sous-espace affine, on prend une base de la direction, un point du sous-espace affine, et cela me donne un repère. Et si je prends un point X de notre sous-espace affine, eh bien les coordonnées de X dans le repère, ce sont les coordonnées de X moins O dans la base de ce sous-espace affine. Et comme O, voilà, décidément j'ai tout mal fait, comme O est un point du sous-espace affine, eh bien X moins O est dans la direction du sous-espace affine, tout simplement. Donc le dessin, hein, bien sûr, c'est hop, si on se place dans le plan, si on prend une, donc hop, je prends une droite, je vais la translater ici. Donc là j'ai F ronde, sa direction, une base ici pour une droite c'est un vecteur. Si je prends un vecteur, hop, une origine là, si je prends un vecteur x ici, et bien tout simplement, hop, je translate là en faisant un parallélogramme. Là j'ai le vecteur x moins o dans la direction et je prends ces coordonnées dans la base que je prends dans la direction, tout simplement. En pratique, ça ne nous sert pas à grand chose, cela sert juste à illustrer les résultats, les termes de structure de solution pour les équations différentielles, les suites récurrentes, les systèmes, etc. Voilà pour cette vidéo. On a terminé avec les familles de vecteurs pour ce chapitre. On en reparlera bien sûr tout au long du semestre. Et dans la vidéo suivante, nous allons étudier quelques endomorphismes particuliers des espaces vectoriels qui ont des propriétés géométriques intéressantes.